Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et puis merci surtout d'être, présents, pour ce temps partagé aujourd'hui, consacré au stress et on a choisi plus particulièrement, de se focaliser sur le stress en milieu professionnel, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est un phénomène qui, je dirais apparaît comme l'un des nouveaux risques, auxquels les entreprises vont devoir faire face, dans les années à venir. D'ailleurs, bon nombre d'entre elles, y font déjà face de manière, assez conséquente. Autant, dans certains pays comme les pays anglo-saxons, par exemple, on a déjà pris le problème à bras-le-corps, que la France, elle, est longtemps restée en retrait, par rapport à ce phénomène, malgré, les incidences que cela a pu avoir, à la fois sur les conditions de travail du salarié, mais également sur sa santé mentale. Donc on va tenter d'aller plus loin sur le sujet et pour ça, on vous propose un temps de travail en 2 temps. Donc tout d'abord, un atelier où là, vous serez vraiment acteur, afin de trouver quelle est votre meilleure définition du stress. Je pense qu'on peut la définir de plusieurs manières, mais ça, on verra par la suite et surtout après le 1er échange et dans un second temps, un deuxième atelier sous forme de cas pratique, où vous travaillerez en sous-groupe à l'issue duquel il y aura une restitution, par un rapporteur qui sera désigné pièce par pièce. Donc suite à cela, nous continuerons avec l'intervention de Fabien Bonnefoy, un coach et thérapeute qui va vous donner, j'espère quelques clés, en tout cas pour tenter, de survivre, hein, dans cette, jungle professionnelle. Et puis ensuite, nous aurons l'intervention de Corinne Chalut, notre, partenaire AGEFIP, qui vous présentera, les solutions que, l'AGEFIP peut apporter, pour intégrer et maintenir dans l'emploi un salarié dans le cas où, le salarié en question se retrouverait en situation de stress impliquant, une réaction obligatoire de la part de l'entreprise. Et puis pour terminer, on aura Jackie Billon-Grand, d'AG2R La Mondiale, qui fera une courte intervention et nous présentera l'offre de services d'Agir Carco, en matière d'accompagnement des salariés aidants. Et je dirais que tout ceci nous amènera aux alentours de 10 heures, fin de ce webinaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, concrètement, je vais laisser ma parole à mon collègue donc Mohamed Babouchi qui va vous présenter quelques images. Voilà, je n'en dis pas plus. Mohamed, c'est à Tout à fait. toi. Merci, je vais prendre le relais. Stéphane, donc voilà, Venir on voir. va nous mettre on va voir une planche d'images. L'idée étant voilà, d'avoir différentes situations qui peuvent évoquer le stress. L'idée, voilà, c'est de partager un petit peu vos avis, vos opinions sur quelle image peut vous mettre justement dans des situations de stress. Deux consignes. La première, c'est que vous pouvez utiliser l'outil chat en fait sur le côté. C'est conversation en haut sur la bande et vous avez le pouce levé au niveau des réactions. Donc voilà, n'hésitez pas, on va prendre un certain temps. L'idée, c'est d'être dans l'échange et en toute liberté dans ce qu'évoquent ces images pour vous. Donc on va vous laisser quelques secondes et j'essaie de rebondir. Et les premiers, n'hésitez pas à donner un avis directement. Il y a combien de chefs d'entreprise? Pas de réaction? C'est ça. Alors, je vais continuer directement. Alors, je vais commencer, par exemple, Madame Bézard, par exemple. Est-ce que vous avez une planche sur laquelle, qui vous évoque peut-être une situation de stress plus qu'une autre? Oui, bonjour. Bonjour. C'était Ah, alors, Madame Bézard, on s'entend mal. ouais, moi je vous entends je vous entends très loin. Alors, n'hésitez pas à utiliser l'outil chat, comme je disais, voilà. Jamais Vous ça, pouvez, le son passe. voilà, nous, on va essayer de rebondir dessus. Si vous avez des problèmes de connexion, n'hésitez pas. Si vous le permettez, je passe à une autre personne et on rebondit par la suite sur votre avis.
Monsieur Laplace, Oui. Julien, je Vous vous en prie. m'interrogez parce que vous me voyez bouger beaucoup. Exactement. C'est ça. Ah, voilà, des fois, il faut être immobile. Je vous écoute. Donc voilà, alors du coup, par rapport à la planche qu'on a mis juste avant, alors Oui. Sandra, je ne sais pas si tu peux la remettre. Voilà. L'idée, c'est de voilà, rebondir un petit peu sur ces images et de voir laquelle pour vous peut évoquer une situation de stress et bien sûr rebondir dessus et nous étayer un peu plus votre sentiment. Bah, elles évoquent toutes, de toute façon, une situation de stress avec le sentiment de non-maîtrise de l'environnement. Et pour moi, elles évoquent ouais, une non-maîtrise et une détresse, ouais. D'accord. Et une plus en particulier? Oui, celle avec la main qui sort de l'eau, ouais. Oui. Mm. Donc la numéro 1, du Oui, coup, c'est quoi? C'est le fait d'être dans l'eau, c'est ça? D'être débordé ou d'être noyé ouais, par les ouais, événements? ouais, c'est Ouais, ça, ouais, ouais. c'est vrai que ouais, c'est un peu ça, ouais. Bon, c'est un peu l'idée, nous aussi, du choix de cette image-là. On va continuer. Madame Rutigliano, je vous en prie. Microphone. Oui, alors, Ouais. moi, la 1, elle me fait penser plus à la mort, parce que là, Ah. elle est carrément sous l'eau, et pas tellement au stress, mais carrément. Moi, c'est la 3 qui est, même si elles évoquent tous le stress, la 3, elle est terrifiante, on va dire, personnellement. D'accord. Et pour vous, c'est quoi qui c'est le flou, c'est l'image un peu Enfin, Bah là, n'hésitez pas à étayer. Voilà. c'est comme si c'était des hurlements, des hurlements intérieurs de détresse. Là, c'est Ouais, vraiment, voilà, c'est ce que ça d'accord. m'inspire. La personne est même dédoublée parce qu'on a l'impression qu'on Oui, voit plusieurs visages. c'est ça aussi. Ouais, complètement. Alors, on ne sait pas trop si c'est un enfant, si c'est un adulte. On image une personne féminine, mais c'est vrai que, voilà, qui crie aussi et qui on l'entend pas peut-être aussi. Donc en gros, c'est je crie au Mm. secours et on m'entend pas et j'arrive pas à être écouté. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on a voulu cette image. Je vais continuer. Monsieur Smith, Jean-Philippe, on vous écoute aussi. Alors, le micro est au niveau du microphone, vous avez déjà enlevé. Il parle dans le chat, il y a peut-être. Allô? Ah, là, on vous entend très bien. Oui. Allô? Oui, voilà, parfait. Vous m'entendez? Oui, tout Oui, à fait. bonjour à tous. Bonjour. En fait, les images que vous avez montrées, là, je sais pas si c'est du stress qu'elles évoquent, parce que bon, on est enfin, la première image avec la main qui sort là, moi je me disais que cette situation-là, elle est plutôt, on est plutôt dans la survie là, enfin où c'est plus le stress là, c'est presque fatal là. Quant aux autres images, je les ai plus là sous les yeux, mais bon, il y avait la deuxième, j'ai pas l'impression qu'on maîtrise pas l'environnement, hein. Les gens sur le fil, on les ralaise quand même, hein, malgré la situation. J'ai pas l'impression qu'elles évoquent le stress, quoi. Et oui, alors après il y a les dessins, quoi, mais la troisième, là, dont parlait la dame juste avant moi, j'avais l'impression plutôt d'une image un peu artistique, quoi, justement avec ce flou, quoi, et tout ça. Alors bon, On est dans la représentation, donc allez-y, il n'y a aucun souci, je veux dire, on est. ouais. Et puis en fait, non, mais en fait, voilà, bon, l'idée, c'est la perception de l'image, je bien suis pas évidemment. trop touché par ces images, pour être honnête, quoi. Voilà, ça D'accord. m'évoque pas forcément du stress à moi, quoi. Enfin, Ouais. je dis pas que c'est pas ce qui a voulu être représenté, tout, alors. ou alors peut-être Ouais. que je définirais le stress autrement. Enfin, ça me touche moins, quoi. Voilà, c'est. D'accord.
D'accord, d'accord. Ben, on va continuer encore sur une ou deux personnes et justement, ben, on ira rebondir par la suite sur la définition un petit peu du stress, selon vous. Je vais continuer. Il y a d'autres personnes, bien évidemment. Alors, excusez-moi, je ne sais pas si c'est madame ou monsieur. Guillaume Mathieu, est-ce que vous pouvez aussi nous donner votre perception? Bonjour, je Bonjour, viens monsieur. juste d'arriver, alors Ouais, je suis désolé, j'ai voilà, ben, pas. justement, c'est pour ça. Alors, je vais reprendre un petit peu. Donc, Sandra, si tu peux remettre, Ouais. s'il te plaît, la planche. Voilà, on introduit un petit peu notre réunion sur voilà, ben, la perception des gens sur du stress. Et on a souhaité voilà, mettre un petit peu des images et échanger sur ces images. Donc, je tape entre guillemets au hasard et bon, vous êtes la personne arrivée, donc vous êtes arrivé en plein en haut de mon écran d'ordinateur, donc c'est pour ça que je vous ai cité. L'idée, voilà, c'est que vous deux, voilà, sur ces 7 images, que vous donniez un petit peu celle qui évoque le plus pour vous une situation de stress et que voilà, qu'on échange dessus, bien évidemment. Pour moi, je trouve que c'est la numéro 7, parce que je Oui, trouve que la course après le temps est souvent génératrice de stress, parce qu'on d'accord. n'arrive pas à supporter la charge, parce que on voulait en faire plus dans le temps imparti. Je trouve qu'aujourd'hui, la course contre le temps, c'est quelque chose qui peut vite être anxiogène. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Alors, la dernière personne, alors, j'ai oublié. SS. Alors, elle vient, elle revient, elle vient, elle revient. C'est la personne qu'on a eu qui est passée par le téléphone. Madame Bézard. Voilà, Madame Bézard. Est-ce que vous avez réussi à vous connecter? Cécile Bézard? Non, c'est toujours pas. Bah, écoutez, euh, l'idée c'est de continuer un petit peu et dans tous les cas, tout le monde va parler. Donc là, on a vu un peu ces images évoquant le stress. Maintenant, on va aller un peu plus loin en vous demandant voilà, de définir le stress et ses symptômes pour vous. Donc, on va vous mettre pareil, donc on va échanger dessus. Donc allez-y, ben, je vais quand même vous laisser quelques secondes de réflexion et sinon ben, de la même manière, je citerai des personnes et voilà, on échangera de vive voix. Donc comme j'ai dit, je le répète, c'est voilà, qu'est-ce que pour vous le stress et les symptômes pour vous? Alors monsieur Laplace, je suis désolé, vous êtes vraiment devant mon écran. Pas de Du coup, souci. je vais commencer par vous. Je vous ai vu songeur, donc je pense que vous avez plein de choses à dire. Allez, donc on vous écoute. Pas forcément, mais non, bah, ça revient sur tout à l'heure ce que je disais par rapport à la maîtrise. Le stress, pour moi, ça va être la sensation d'être débordé, de ne pas pouvoir atteindre un objectif dans les temps impartis. On revient à la notion de temps, du coup, et de perdre un petit peu ses moyens et son efficacité. Donc de vouloir tout faire, de vouloir tout commencer, et au final de se perdre. D'accord. Mm. D'accord. Et pour vous, alors les symptômes, pour vous, ça serait? Les symptômes, ça va être d'avoir le cœur qui bat et, D'accord. et de rentrer en speed, en fait. Voilà. D'accord. D'accord. Là, justement, je me permets en même temps, je rebondis sur l'outil chat et n'hésitez pas à y aller dessus. On a Nathalie Lapara qui pour elle, alors je dis, voilà, pour elle, le stress, c'est la perte de moyens, difficulté dans l'organisation. Les symptômes, c'est tremblement, difficulté à trouver les mots. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'écrire. Monsieur Smith, justement, je vais rebondir. Vous avez dit, vous avez évoqué tout à l'heure que ce n'était pas forcément des situations de stress pour vous, les images qu'on a eues. Est-ce que vous pouvez, pour vous, nous donner ce qui est à votre sens une situation de stress et les symptômes qui sont dessus par la suite? Ah, alors, on ne vous entend pas, On vous vous avez entend pas, c'est dû. toujours le micro qui est Voilà, coupé. le micro a dû être Pardon, vous désactivé. m'entendez? Oui. Oui, Je bonjour. vous en prie. Oui. Je pense que le stress, pour moi, enfin, j'ai l'impression que c'est surtout lié à des sollicitations extérieures, des choses que je ne contrôle pas. Et parce que personnellement, j'essaie, enfin, je pense avoir un petit peu conscience de mes limites et
je me stresse pas personnellement, quoi. Par contre, beaucoup des sollicitations extérieures. Et aussi, j'ai l'impression que vous évoquez le stress de façon beaucoup négative, alors que des fois, une petite dose de stress, ça a quelque chose de stimulant, quoi. Et ce qu'il y a, c'est tout est dans la mesure, quoi, voilà, dans la notion de petite dose, quoi. C'est-à-dire que bah oui, des fois, d'avoir des échéances courtes, ça aide aussi à passer à l'action rapidement, de ne pas se noyer dans les détails, de ne pas être trop perfectionniste, mais d'avancer, quoi. Or, des fois, parfois aussi, on est submergé par les sollicitations extérieures, et là, vraiment, bah oui, le cœur qui bat, les tremblements, le manque de sommeil, parce qu'on y réfléchit tout le temps. Donc oui, ça aussi des effets négatifs à trop forte dose, quoi, voilà. D'accord. Alors, je vois également en parallèle Stéphanie Mousset qui nous écrit et qui nous dit que pour elle, le stress est une situation de confort, soit ponctuelle, soit durable. Et les symptômes, selon les cas, boule au ventre, sommeil perturbé, ponctuellement, voire image 6. Alors, je n'ai plus l'image 6 en tête, mais je crois que c'est celle qui... non, je ne sais plus c'est laquelle, l'image 6. Voilà, donc je pense qu'il y a la transpiration, etc., la personne mal à l'aise. Donc voilà, ça correspond bien évidemment à cette image-là. D'accord. Madame Rutigliano, peut-être que vous aussi, vous avez une définition à nous transmettre. Moi, je disais que c'était et le corps et l'esprit qui réagit au stress. Et même si on peut dire qu'il y a du bon stress, en fait, je ne pense pas qu'il y ait vraiment, même si c'est bien de temps en temps d'avoir du stress, je ne pense pas que l'impact sur le corps soit bon, même si c'est un bon stress, on va dire. Il y a la respiration qui est impactée aussi. Je pense qu'il y a une autre façon de respirer quand on est vraiment stressé. Le cœur qui bat différemment, la peur de ne pas y arriver. Ça peut des fois, quand on est vraiment dans un très grand stress, je pense que ça peut comment dire, retourner dans notre cerveau reptilien avec des peurs ancestrales en fait, qu'on n'arrive pas à gérer. On se demande pourquoi c'est aussi fort, alors qu'il y a des parfois, on n'a pas besoin d'être aussi stressé que ça. Mais je pense que ça doit faire rappel à autre chose de plus profond. Plus d'émotions. Enfin, bon, certaines personnes qui n'arrivent pas à gérer le stress peuvent être débordées. Tout le monde ne réagit pas de la même façon au stress, en fait. Bien sûr, bien sûr. Après, voilà, juste pour rebondir avec M. Smith aussi, son intervention, les images, en fait, comme on le disait, les perceptions peuvent être positives comme négatives. Positives notamment sur la personne qui était tendue sur un fil. Donc, on est sur voilà, à la fois du stress positif et négatif. L'idée, nous, c'est vraiment que vous nous donniez votre perception dessus. Alors, on va essayer de synthétiser tout ça. Et du coup, voilà. Alors, les échanges étaient très intéressants. Donc, on va vous diffuser une vidéo qui va expliquer un peu le fonctionnement du stress. Et ensuite, on pourra échanger et développer dessus. Avez-vous déjà entendu parler du stress? Avouez que ce mot seul peut suffire à vous mettre dans tous vos états. Mais attendez, c'est quoi le stress? Les stresseurs peuvent être physiques ou psychologiques. Le froid, la chaleur, la douleur et la faim sont des exemples de facteurs de stress physique. Il en est de même pour l'inflammation résultant d'une maladie ou d'une infection. Les examens, la charge de travail élevée ou même les insultes sont quelques-uns des facteurs de stress psychologique existants. Dans la plupart des cas, tout facteur perçu comme une menace déclenche une réaction de stress. Imaginez nos ancêtres qui ont dû affronter de dangereux animaux. Pour survivre, 3 réactions étaient possibles. Fight, se battre, flight, fuir, ou freeze, se figer. Le cerveau déclenche alors une cascade de mécanismes connus sous le nom de réponse au stress. À l'origine, les facteurs de stress sont des signaux d'alarme, auxquels il faut apporter une réponse rapide et adéquate pour survivre. Bien sûr, nous ne rencontrons pas de tels tigres à dents de sabre de nos jours. Pourtant, la réponse au stress est fondamentalement la même que pour nos ancêtres. Nous réagissons en mobilisant notre énergie pour nous battre ou fuir, alors qu'en fait, la plupart des situations stressantes actuelles ne nécessitent pas telle mobilisation d'énergie. Cela peut entraîner une réponse excessive dans plusieurs systèmes de notre corps et être préjudiciable à notre santé. Cependant, lorsque le stress n'est pas excessif, il peut également nous aider à mieux faire face aux difficultés. N'oubliez pas que le stress est une expérience personnelle. La perception d'un facteur de stress varie d'un individu à l'autre, en fonction de la génétique et des expériences de vie. Cependant, il existe un ensemble commun de facteurs qui déclenchent la réponse au stress pour tout le monde. Il s'agit de la recette du stress. Nouveauté, imprévisibilité, menace pour l'ego ou encore manque de contrôle. Alors, je pense que la vidéo qu'on vient de voir a repris un peu tout ce que vous vous êtes dit, parce que moi, ce que j'ai beaucoup noté, c'est le manque de contrôle et le manque de maîtrise. Donc, on va voir que le stress, c'est aussi une réaction normale qui nous permet de nous protéger et de réagir face à un danger réel ou supposé. Hein, c'est notre esprit qui nous le dit. Donc, il est régi par le système nerveux autonome, c'est-à-dire que c'est automatique, vous n'avez rien besoin de faire, c'est votre corps et votre cerveau qui réagit. Tout à l'heure, il y a un candidat qui parlait du bon stress. Donc oui, c'est pas mal de dire qu'il y a le bon stress. Et le bon stress, c'est celui qui va vous permettre de rendre ce dossier à temps, de courir ce marathon ou d'intervenir quand quelqu'un en face de vous est en danger. Ça, c'est du bon stress, il dure pas longtemps et il vous met en action. Par contre, nous, on va faire un focus aujourd'hui sur le mauvais stress qui est délétère et c'est celui qui vous submerge, qui vous empêche de réaliser des actions au quotidien et de réfléchir.
Donc, pour mieux appréhender le stress, il faut savoir comment ça fonctionne. Donc, on va le voir avec 2 images. Déjà, on va voir le traitement de l'information. Alors, votre cerveau a 2 façons de traiter l'information. Donc, il a la façon électrique. Donc là, je ne l'ai pas mis sur la photo, vous ne le voyez pas. Donc, c'est des ondes électriques. C'est par exemple, vous avez, je sais pas, un feu, vous approchez votre main du feu, vous la retirez automatiquement. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, c'est instinctif. Et vous ne pouvez pas jouer là-dessus, vous n'avez pas brûler votre main. Et ensuite, vous avez le système de traitement de l'information psychologique. Donc, le stress, il est déclenché par un événement, un déclencheur ou un stimuli. Enfin, c'est les deux. Donc, il y a un événement qui se passe. Vous avez par rapport à cet événement une pensée, donc une perception. Donc, j'ai marqué subjectif parce que vous pouvez avoir le même événement et 10 personnes en face de cet événement et vous aurez 10 réactions complètement différentes. Donc, 10 perceptions de l'événement extérieur complètement différentes. Donc, il y a des gens qui peuvent être stressés, d'autres absolument pas, puis d'autres moyennement stressés. Donc, on l'a vu aussi tout à l'heure par rapport à la planche d'image. Vous avez tous choisi une image différente. Et puis, il y avait aussi un candidat où aucune des images ne l'intéressait. Il n'avait absolument pas une perception stressante des images. Une fois que vous avez votre pensée face à votre stimulus, vous allez déclencher une émotion. Donc, cette émotion, elle va vous déclencher des sensations physiques. Donc, le cœur qui bat, les mains moites, les jambes molles. Voilà, vous avez votre première réaction au stress. Et ensuite, ça donne un comportement. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo, vous avez 3 façons de vous comporter face au stress et elle est commune à tous. Donc, la fuite. Par exemple, vous avez votre responsable qui vous fait des reproches. Vous pouvez fuir, sortir de la salle, combattre, c'est-à-dire vous engueuler avec lui, ou être complètement sidéré par ce qu'il est en train de vous dire. Donc, en gros, cette image, elle est là pour vous dire que le stimulus n'est pas directement en cause de notre réponse émotionnelle. Ça dépend de notre manière d'interpréter la situation, qui est différente suivant les gens. Alors, on n'est pas tous égaux face au stress, effectivement. Donc, ça dépend de notre vécu, ça dépend de notre génétique et ça dépend de notre personnalité. Donc, on va voir la réaction vraiment physique, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on est sujet au stress. Donc, le stress, c'est des symptômes physiques, physiologiques et comportementaux. Donc là, on a une image qui vous explique qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Donc, vous l'avez bien expliqué avec toutes vos interventions. Donc, en situation de stress, vous avez 2 grands systèmes qui sont activés avec pour acteurs principaux le cortex préfrontal qui reçoit l'information, donc qui analyse la situation, l'amygdale qui gère vos émotions et l'hypothalamus qui déclenche la réaction au stress, donc la réaction physiologique au stress. Donc, c'est la réaction physiologique de votre organisme au stimulus. Donc, rapidement, votre cerveau, il est un peu comme un pompier, il donne l'alerte, il va libérer du cortisol qui va passer dans votre foie. Le foie va le transformer en glucose, ce glucose va libérer du sucre dans votre sang, et cet apport de sucre dans le sang libère de l'énergie. Donc, cette énergie sera dirigée uniquement vers les organes qui vous permettent de fuir ou de combattre. Donc, c'est pour cela que vous avez, on l'a dit tout à l'heure, votre rythme cardiaque qui s'accélère, vous avez vos vaisseaux sanguins qui se contractent, votre respiration s'accélère, vous avez une montée d'adrénaline en fait. Donc, vous êtes tendu, vous avez une contraction musculaire, c'est ce que ça fait. Ces sensations, ça accompagne souvent de chair de poule, vous avez les poils qui se hérissent quand vous êtes stressé ou quand vous avez peur, et une sensation de jambes molles. Voilà. Alors, les hormones du stress, en même temps, elles vont inhiber, mais de façon provisoire, tout ce qui ne vous sert pas à ce moment-là, toutes les fonctions coûteuses en énergie de votre organisme, telles que la digestion, la croissance et la reproduction. Donc, c'est le fameux j'ai mal au ventre, j'ai la boule au ventre, j'ai envie de vomir, j'ai pas faim, donc je n'arrive plus à dormir ou je suis très, très fatiguée. Est-ce que ça va jusque-là? Ouais, c'est clair? Donc, quand ces symptômes sont intenses et durables, on appelle ça le stress chronique. Et c'est celui-ci qui est délétère parce qu'il impacte la vie de l'individu. Donc, ça provoque des comportements souvent de compensation, donc notamment l'isolement, la difficulté à gérer les relations sociales ou amicales, la dépendance aux drogues, donc l'addiction à des produits de consommation tels que le tabac, la drogue, le sucre, l'alcool. On compense en fait, notre système compense. Et plusieurs maladies sont aussi liées au stress chronique, comme le syndrome de fatigue chronique, les maladies cardiaques et les maladies dermatologiques. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ou est-ce que certaines personnes veulent faire des commentaires? Des commentaires. Ajouts? Même à titre personnel, n'hésitez pas. Alors souvent, quand on dit qu'on n'arrive pas à réfléchir quand on est en situation de stress, c'est parce que comme l'énergie va dans les organes qui nous permettent de fuir ou de combattre, on a notre cortex préfrontal qui est complètement inhibé. C'est pour ça qu'on a l'impression de ne pas pouvoir réfléchir quand on est en situation de stress. Toujours pas de questions à ce... Merci. Non, pas une question, mais enfin, juste un partage par rapport aux infos qui ont été données. Je retrouve beaucoup de choses et c'est intéressant de savoir, de comprendre le mécanisme, effectivement, notamment des réactions. J'ai juste été surprise par le côté, l'aspect génétique. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir un aspect génétique sur le Ouais. stress. Il y a un aspect génétique sur le stress, il y a même un aspect aussi psychologique. Il y a une récente étude qui a dit qu'en fait, plus on pense que le stress nous pourrit la vie, plus le stress nous pourrit la vie. Voilà. Oui, on est dans un cercle vicieux après. Voilà, c'est ça. Et les gens qui arrivent à gérer leur stress et le prendre comme quelque chose de normal et qui va les faire fonctionner, eh ben, ils ont moins de maladies liées au stress.
On en revient à la perception. Alors souvent, tout à l'heure, j'ai entendu beaucoup le contrôle, donc c'est souvent le manque de contrôle qui provoque le stress, mais le manque de contrôle, c'est la perception qu'on en a. Alors souvent, pour pouvoir gérer son stress, c'est comment on fait pour changer la perception de l'événement. Puisqu'on ne peut pas changer l'extérieur, c'est comment on change, nous, ce qu'on perçoit de l'extérieur. Mais je pense que le coach nous en parlera mieux tout à l'heure. C'était effectivement la question suivante. Maintenant qu'on sait ce qui peut provoquer le stress et quelles sont les réactions, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer tout ça. Une belle transition. Alors là, on va vous mettre, s'il n'y a pas de questions, on va vous mettre en travail en sous-groupe et on va travailler sur une situation pratique. Enfin, vous allez travailler sur une situation pratique. Donc, est-ce que vous avez un papier et de quoi noter? Donc, la situation pratique, c'est vous croulez sous le travail depuis quelques mois déjà. La pression est bien montée. On vous attribue une nouvelle mission. Vous ne savez pas comment vous allez pouvoir tout faire. Que feriez-vous dans cette situation? Est-ce que vous voulez que je répète? Non, ça va pour tout le monde? Donc là, vous allez chacun avoir des salles attribuées. La consigne, c'est de noter le nom de votre salle qui va apparaître en haut dans le bandeau noir et de définir un rapporteur. On va vous laisser 10 minutes. 10 minutes. Je crois qu'il y a Nathalie qui essaye de s'exprimer depuis un moment, mais on ne l'entend pas. Non. Et on s'est permis également de vous réécrire justement la thématique sur l'outil chat. Donc vous avez l'objet de la dissertation qui est déjà écrit. Du travail intense que vous allez devoir réaliser en 10 minutes. Voilà, simplement, je le répète encore, Charles l'a bien dit, mais voilà, notez bien le groupe dans lequel vous êtes. Donc, quand vous allez être en sous-groupe, il y aura une couleur de salle et rapidement, choisir un rapporteur pour qu'il puisse faire une synthèse de vos échanges. Celui qui est le moins stressé pour parler en public. Exactement. Alors, c'est des numéros de salle. Il y aura salle 1 et salle 2. Excusez-moi. Où est-ce qu'on voit du coup dans quel en groupe? haut. Tout en haut, vous avez un bandeau noir, vraiment en haut de votre écran. Là, actuellement, c'est marqué cerveau et stress, comment survivre dans la jungle professionnelle. Là, à ce niveau-là, vous aurez votre numéro de salle. Je lance, ça va se mettre en place. Et on vous dit à tout de suite. Travaillez bien. Oui. Donc j'espère que l'intelligence collective a bien marché. Voilà, comme on vous l'avait donné comme consigne, les rapporteurs donc du coup vont synthétiser un peu les échanges. J'invite le premier rapporteur de la salle 1, je dis le ou la, bien évidemment, à commencer à échanger avec nous et se manifester. Alors, je me fais l'avocat de notre groupe, excusez-moi, mais on ne sait pas quel numéro on avait, je pense. Non, écoute, alors du coup, on va commencer par vous. Du coup, comme il y a la deuxième salle, ça sera évident pour la deuxième personne. Alors, je ne me permettrai pas, en tant qu'invité, je ne me permettrai pas de commenter, mais je pense que Jackie, en fait, qui a été très à l'écoute, pourrait tout à fait synthétiser ce que nos deux amis ont pu rapporter. Le piège. Le piège. J'ai surtout, très à l'écoute, oui, j'ai essayé. Alors, comment je peux synthétiser ça? Déjà, on a deux personnes qui ont un parcours qui... Alors, ça m'a fait penser à la fuite, excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais vous étiez dans des situations de salariés, dans des environnements professionnels qui semblaient vous plaire, mais qui, à la fois, à un moment donné, ont fait que c'était trop, il y avait un trop-plein, et vous avez... trouver la solution de vous mettre à votre compte, ce que j'ai compris de ce que vous étiez, qui était une façon de répondre à cette situation, à ces situations de stress plus dans ces situations de salariés. Voilà, donc j'ai retenu ça. J'ai retenu aussi que pour une des personnes, Janine entre autres, mais c'était l'accumulation d'éléments qui venaient de l'intérieur de l'entreprise, qui étaient liés à un investissement sur investissement dans le travail et des événements extérieurs qui pouvaient se rencontrer, faire que ça explose. Alors, je dis ça en synthèse de ce que j'ai entendu, mais par rapport à la consigne qui était de qu'est-ce qu'on fait par rapport à les situations qui étaient proposées, vu que les gens sont aujourd'hui en situation de responsable d'entreprise, ou en tout cas, je ne sais pas quel est les statuts exactement, mais c'est des gens qui ont une capacité à contrôler ce qui leur arrive et donc à faire des choix par rapport aux enjeux. Et on a entendu l'enjeu de se faire plaisir, c'est-à-dire l'enjeu de faire ce qu'on a envie de faire aussi par rapport à cette masse de consignes qu'on a ou d'actions qu'on a à réaliser. Qu'est-ce qu'on a à gagner, disait Jean-Philippe, par rapport à une nouvelle tâche qui peut arriver et faire aussi ses choix en fonction de ça. Alors c'est peut-être plus facile quand on est entre parenthèses, plus facile quand on est indépendant que quand on est salarié. Mais voilà, c'était un des axes de réponse. C'est comment je peux me sortir d'un trop-plein de charge de travail. C'est mettre ça en face. Voilà, qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Qu'est-ce qui va faire que je continue à prendre du plaisir dans le boulot?
Ce que disait Janine aussi, si on se resitue dans une situation de salarié, c'est de pouvoir en discuter, c'est-à-dire s'autoriser à aborder le sujet avec son N+1, ce qu'on ne fait pas forcément au début de carrière ou qu'on a du mal à faire, et qu'avec un peu de maturité et de confiance en soi, on peut peut-être, en tout cas, c'est ce qui apparaissait plus facilement faire, et oser dire qu'on est surchargé, et faire appel à du, j'ai noté, faire appel à de l'aide, c'est-à-dire partager avec les collègues, avec l'équipe, la notion d'équipe, de collectif, je le traduis comme ça, cette surcharge de travail qu'on peut parfois surindividualiser, c'est-à-dire qu'on ramène à soi et rien qu'à soi, alors que bien souvent on est dans des environnements collectifs, et il faut savoir aussi remettre du collectif dans ce sentiment de stress. Voilà ce que j'ai retenu. Je n'avais pas prévu de faire la synthèse, mais voilà. Voilà. Je ne sais pas si ça vous va. C'est très bien synthétisé. Ouais. Enfin, je pense, voilà. Merci Jackie, en tout cas, si c'était Voilà. parfait. C'était parfait. J'invite la deuxième personne, vous avez eu votre pouce, bien évidemment, pas de Rotigliano. J'invite la deuxième personne à se manifester également, pour voilà, écouter, échanger aussi les échanges de la deuxième salle. Oui, donc je vais rapporter les propos de mon groupe, Nathalie Lapara. Donc la première chose que l'on a abordée, c'est de savoir prendre en fait du recul, savoir se poser. Et c'est comme si en fait on prenait le temps d'écouter sa voix intérieure qui nous dit qu'on est débordé, qu'on culpabilise, et de savoir dire là je mets un stop à cette culpabilité. Donc on va prendre le temps de se poser pour du coup en deuxième étape lister et établir donc des priorités. Donc ça peut être structurer le travail qu'on nous a demandé, ça peut être aussi qu'est-ce que je peux faire seul, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je délègue. Ensuite, en troisième étape, donc, on pensait planifier donc, dans le temps aussi donc l'organisation qu'on a déterminée au préalable. Et puis, donc là, on a abordé, donc sur ces 3 premières étapes, on a abordé la situation dès lors qu'on va dire oui pour traiter la tâche qui nous est demandée. Mais on peut tout à fait aussi savoir dire non. Alors, pas forcément un non dans la durée, mais un non peut-être temporaire qui va demander avec son supérieur de pouvoir repenser la demande ou avec son client. Et donc, on va reprendre l'ensemble en fait, de la demande. Donc pour mieux savoir ensuite prioriser. Et puis donc dernier point, on avait identifié ensuite la capacité à identifier aussi le degré d'urgence de la personne qui attend quelque chose de nous, que ce soit notre supérieur ou un client, savoir donc si cette personne, ce travail, voilà, il est à faire pour demain ou si c'est pour dans un mois. Parce que souvent on a une perception différente, on se met nous-mêmes une pression qui n'est pas forcément le même degré d'urgence voilà, que le client va exprimer. Et d'où l'importance de beaucoup échanger donc, avec le client, de le questionner sur le délai notamment à rendre le travail, enfin client ou supérieur, hiérarchique, voilà, sur le délai, dans quel délai on doit rendre le travail. Donc voilà la façon dont nous avons abordé le sujet. D'accord. Donc oui, c'est clair que voilà, c'est le moment aussi de dire non, c'est vrai que des fois c'est important à utiliser à bon escient, bien évidemment. Donc comme voilà, nous l'idée c'était sur ce groupe de faire travailler un peu l'intelligence collective, mais parfois l'intelligence collective elle a ses limites et on a besoin d'experts pour nous outiller, pour nous guider, et c'est pour ça justement qu'on s'est permis d'inviter Fabien Bonnefoy, thérapeute et coach à Issoire. Donc pour les Auvergnats, ils connaîtront, c'est pas très loin de Clermont, qui est voilà, notamment spécialisé dans la thérapie individuelle et émotionnelle, dans le coaching émotionnel. Donc voilà, je lui laisse la parole et je vous laisse écouter attentivement. Bonjour à tous ceux en tout cas avec qui j'ai pas communiqué. Alors je me vois pas, je sais pas si vous me voyez. Non. Alors, ben ça y est, ouais, je sais pas. Est-ce que vous me voyez? Ouais, c'est moi qui ai déconnecté accidentellement, excusez-moi. Donc oui, effectivement, je suis thérapeute psycho-émotionnel. Donc qui dit psycho-émotionnel dit on fait bien le lien entre la tête et les ressentis. Et je suis coach en intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, on verra, mais c'est une intelligence dont tout le monde dispose. Et si on sait s'en servir, on a, donc si déjà on sait la comprendre et apprivoiser, donc apprivoiser ses émotions, bien les comprendre, ça veut dire que derrière, on a des capacités et à mieux se connaître et à choisir nos fonctionnements plutôt que de les subir. Alors déjà, j'apprécie beaucoup tout ce qui a été dit ce matin parce que c'est extrêmement instructif. Sherazade a déjà dit beaucoup de choses qui étaient extrêmement intéressantes. Voilà, donc on va peut-être passer au premier slide, enfin au slide suivant. Voilà, donc il y a 3 possibilités pour moi. Alors évidemment, il pourrait y en avoir plus, hein. Il faut synthétiser en 20 minutes et puis surtout laisser l'opportunité à chacun d'interagir, hein. Le but du jeu n'est pas que ce soit une intervention descendante, mais bien partagée. Donc n'hésitez pas à intervenir ou à questionner ou à témoigner de situations qui vous ressembleraient. Donc les 3 possibilités que moi j'envisage, c'est déjà de comprendre les peurs qui provoquent le stress. Alors c'est Janine qui l'a très bien dit. Le stress en fait est juste une forme de... C'est un terme qui regroupe, comme l'a dit Sherazade, en fait, toutes les conséquences d'un état qui nécessite une forme de survie et qui a un impact tant psychique,
physique. C'est d'ailleurs ce qu'on observe le plus, c'est d'abord le physique, hein, mais c'est effectivement provoqué par un état psycho-émotionnel. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma tête et qu'est-ce qui se passe au niveau de mes ressentis? Donc, quand on sait que le stress n'est qu'en fait la partie de l'iceberg qui cache toutes les peurs qui sont enfouies en nous et qui se sont installées au fur et à mesure du temps, dans notre histoire à nous, mais pas que. C'est-à-dire qu'on parlait de génétique tout à l'heure, Scheherazade parlait de génétique. Alors, dans mes pratiques à moi, je pratique ce qu'on appelle l'hypnose quantique, qui, elle, on va dire, la capacité à nettoyer ce qu'on appelle les mémoires cellulaires. Sachez que dans la génétique, en fait, il y a transmission d'informations. Dans vos cellules, il y a effectivement des informations qui ne vous appartiennent pas et qui font partie de ce qu'on appelle les lignées passées, donc de ce qu'on appelle l'intergénérationnel. Voilà, il y a des générations avant vous qui ont vécu et qui vous ont transmis des informations qui ne vous appartiennent pas et pour autant, vous en subissez potentiellement les conséquences. Et au fur et à mesure de votre histoire à vous, viennent s'incrémenter d'autres expériences. Alors les expériences de bonheur, tant mieux, mais celles qu'on va évoquer parce qu'elles peuvent être génératrices de stress, ce sont les expériences douloureuses qu'on n'aurait pas nettoyées parce qu'on ne nous l'a pas appris tout simplement, mais c'est ce qui me permet de vivre aujourd'hui, donc je ne vais pas le regretter. Mais en tout cas, sachez qu'on peut reprendre la main dessus et effacer finalement les informations émotionnelles négatives qui aujourd'hui pourraient avoir un impact négatif sur votre vie et donc génératrices de stress. Donc tout d'abord, et on va le préciser après, détecter les peurs qui sont en nous, nous mettre en position de survie. Alors je vais juste revenir, voilà, nous mettre en position de survie, voilà. Et quand on est dans ces situations de stress, il faut arriver à reprendre la main parce qu'on ne peut pas faire un travail sur soi à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'on peut activer quelque chose de simple, c'est juste la respiration. Tout à l'heure, il y a plein de symptômes qui sont apparus. On a parlé du cœur, on a parlé du speed, on a parlé des capacités cognitives, on a parlé de la fatigue, de l'épuisement. Ce que vous ne l'identifiez pas parce que c'est trop évident, c'est votre respiration. En fait, vous apercevrez que quand vous êtes en situation de stress, votre respiration est complètement modifiée. Donc, comment on fait pour pouvoir reprendre la main finalement et mieux gérer notre situation de stress? C'est d'abord, on pense à notre respiration, on observe qu'elle est accélérée par exemple, ou qu'elle se porte sur la poitrine. Alors, vous ne me voyez pas là, mais on a deux façons de respirer. On a soit par la partie cage thoracique, soit par le ventre. D'accord? Quand on reprend conscience de quel endroit est bloqué au moment du stress, déjà ça commence à déverrouiller quelque chose et on a capacité à ce moment-là à re-réguler le rythme respiratoire qui va avoir un effet apaisant en soi. Ça, c'est sur l'instant parce qu'il faut bien se mettre en mode survie, c'est-à-dire comment je fais pour reprendre la main sur la situation que je déplore sur l'instant. Voilà. Et puis ensuite, la troisième possibilité, et là on est beaucoup plus sur un travail sur soi, c'est comment on fait pour développer notre intelligence émotionnelle. Intelligence, c'est la capacité à comprendre. Émotionnelle, c'est les émotions. Comment on fait pour apprendre à comprendre nos émotions? Quels impacts elles ont sur nous? En quoi notre histoire a pu générer des situations qui peuvent provoquer le stress et installer des peurs? Et comment finalement on apprend à se connaître, à déverrouiller, désamorcer tout ça. Alors ça peut être de la thérapie, mais ça peut être aussi du coaching. Et comment on fait pour mettre en œuvre ce qu'on appelle les compétences émotionnelles, permettant de reprendre la main, de se connaître et finalement de dépasser les situations de stress. Voilà, slide suivante s'il vous plaît. Alors, le stress c'est quoi? Vous l'avez compris, c'est animé par des peurs. Pour faire simple et rapide au niveau émotionnel, qui dit stress dit peur. Qui dit peur dit besoin de se sentir sécurisé, pardon, je crois que j'ai fait une faute, je m'en excuse. Mais sécurisé de quoi? Et c'est là où je vais vous demander d'imaginer ou plutôt de vous mettre dans une situation qui vous met réellement dans une situation de stress. On va le voir juste après. Sachez juste qu'en fait, les peurs sont animées au niveau de l'inconscient par un scénario catastrophe. Alors très souvent on dit mais non c'est n'importe quoi, sauf que quand on questionne un tout petit peu, le scénario catastrophe apparaît. Votre inconscient, lui, s'est nourri tout au long de votre histoire de références, d'expériences qui font que de toute façon, il va tout mettre en œuvre pour vous mettre en situation de survie. D'accord? Donc, en situation de sécurité. Donc, si vous vivez une situation de stress, ça veut juste dire, à ce moment-là, je suis en danger. Et Janine l'a très bien dit tout à l'heure, ça vient du cerveau reptilien, qui est le même que nos ancêtres, les hommes préhistoriques, qui devaient fuir ou attaquer pour pouvoir survivre. Nous, c'est exactement pareil, mais ça se manifeste différemment. Alors, on va juste passer à la suivante. Voilà, encore, voilà. Alors, ça a été dit aussi ce matin, mais ça va permettre de préciser que chacun trouve ses termes. En fait, quelles sont les peurs qui nous animent et quelles sont les peurs qui ont dû être activées quand vous avez vu les photos du départ? On a trois familles de peurs qui peuvent générer le stress. On a la peur d'échouer et de ne pas y arriver, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur. Alors vous allez me dire, tout ça c'est la même chose. Oui, mais non. C'est-à-dire que des gens vont se reconnaître dans « Ah ouais, moi c'est la peur d'échouer ». Par contre, si je leur pose la question « En fait, vous avez peur de ne pas y arriver ?» Non, non, c'est pas ça. Moi, c'est l'échec qui me pose problème. Donc en fait, on est tous dans la même famille de on va échouer, mais par contre, en mettant les mots juste sur vos perceptions émotionnelles, vous allez commencer à vous sentir mieux parce que ouais, ça y est, je suis en train d'identifier ce qui se passe en moi. La deuxième famille, c'est la peur de l'inconnu. Alors souvent, on me répond « Ah ouais, mais moi en fait, l'inconnu me terrorise ». Mais en fait, la réalité, c'est que face à l'inconnu, à un inconnu, qu'est-ce qu'on peut avoir?
souvent la peur d'échouer. D'accord? Mais la première peur qu'on identifie, le premier mot qu'on va trouver, c'est j'ai peur de l'inconnu. Et puis la troisième famille, c'est la peur d'être jugé, c'est la peur de l'image qu'on va rendre, c'est la peur de l'image du regard de l'autre ou du regard sur soi. Alors souvent, le regard sur soi, ça va être alimenté par ah ben oui, mais la perception que j'ai de moi, en fait, vient de l'histoire que j'ai vécue, de l'éducation que j'ai pu recevoir, de ce qui a pu se passer à l'école, de ce que les instituteurs ou de ce que les professeurs ont pu me renvoyer. Voilà. Donc, les peurs activées et les mots justes dépendent seulement de chacun, de l'histoire de chacun, de sa culture et de ses expériences passées. Alors moi, La suivante. désolée de vous interrompre, mais j'aurais ajouté la peur de réussir. On a la peur d'échouer, mais on a aussi la peur de réussir. Oui, mais Parce que ça change tout un schéma familial, parce qu'il y a des conflits de loyauté, donc il y a des gens qui ont la capacité de réussir, mais qui s'auto-sabotent. C'est la peur de réussir. Excellent. Oui, oui, on peut tout à fait le voir comme ça. Alors moi, j'ai pas forcément eu ces retours-là, mais c'est extrêmement intéressant. En tout cas, ça mérite de le rajouter. Si ça existe, il faut le considérer. Merci, Sherazade. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors, en fait, je n'avais pas connaissance de ce qui allait être diffusé juste avant, donc ça paraîtra répétitif, mais pour autant, on va donner corps à ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui se passe en nous, en fait, c'est dans une situation de stress, c'est d'abord des pensées. Alors souvent des pensées inconscientes. Qu'est-ce qu'elles ont comme action, ces pensées inconscientes? Elles génèrent des émotions. Alors ça peut être la joie, hein, mais là, en l'occurrence, sur le stress, c'est pas forcément le cas, sauf, comme l'a dit Jean-Philippe tout à l'heure, sur des situations de stress positif, de stress stimulant. C'est, ah ben en fait, ce que je vois, c'est, oui, je peux effectivement échouer, mais par contre, j'identifie dans le même temps le plaisir de pouvoir réussir. Et là, du coup, ça s'équilibre et ça fait un stress stimulant. D'accord? Mais là, on va parler du stress qui est désagréable, c'est le stress paralysant. Donc, les pensées entraînent les émotions qui, elles-mêmes, entraînent des comportements. Alors, il manque une flèche. Je vais juste décrypter ce qui se passe dessous. Donc, le comportement, c'est ce qui est visible, parce qu'au départ, les émotions et les pensées, on les identifie absolument pas. Sauf qu'à partir du comportement, on va revenir en arrière. Donc, vous prenez juste en dessous, on constate que le comportement qu'on déplore, c'est le stress, c'est la tension, d'accord? Et on revient en arrière. Si on arrive à identifier sur soi que finalement, ce qui se passe en nous, c'est la peur de l'échec ou la peur de mourir. Ça a été dit au tout début quand on a vu la toute première image et la main de quelqu'un qui est en train de se noyer a priori, hein, interprétation, mais on peut imaginer que c'est ça. La personne peut avoir la peur de mourir, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et du coup, les pensées, si on décrypte les pensées derrière, ça peut être par exemple, parce que là je vais vous expliquer pourquoi. Si je vais d'abord vous donner l'exemple. En fait, une personne que j'ai accompagnée il y a quelques années était chef d'entreprise, elle l'est toujours d'ailleurs, depuis 20 ans. Et en fait, chaque fois qu'elle arrivait, qu'elle prenait contact avec son expert comptable pour faire le bilan, en fait, le bilan de sa société, qui n'avait jamais été déficitaire, elle était en stress terrible et elle vivait le cœur qui palpite, le sommeil qui devient très irrégulier, voire même des nuits blanches, donc épuisement et ainsi de suite. Et là, elle me dit, mais moi, c'est pas possible, je sais même pas pourquoi je vis ça. Bien entendu, elle sait pas. Sauf que ce qui se passait pour elle, c'est, ben, en fait, ouais, quand on questionne, hein, bien sûr, c'est j'ai peur de l'échec. Mais pourquoi tu as peur de l'échec? Donc on creuse, on creuse, on creuse. En fait, l'entreprise venait de son papa. Et son papa, lui, donc 25 ans avant, avait vécu une situation de gros déficit cumulé qui a généré chez lui une tentative de suicide. Cette tentative de suicide, pour elle, s'est transformée en attention. Si jamais tu deviens déficitaire une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, donc chaque bilan, tu risques de constater que tu es déficitaire, en fait, le risque pour toi, c'est d'en arriver à des situations extrêmes, donc la peur de l'échec, j'ai échoué ma société, et en plus le risque pour moi, ce qui a été incrémenté dans mes mémoires cellulaires, c'est en fait le risque, c'est que je peux en mourir. Donc tout ça n'est absolument pas décidé. Et ça a été l'objet d'une séance. C'est-à-dire qu'en quelques questionnements, on a décrypté ce qui se passait au niveau émotionnel et au niveau psychologique, c'est-à-dire au niveau des pensées et au niveau de ses expériences personnelles, donc de son histoire. Donc, en situation de stress, ce qui est intéressant pour chacun, c'est de se dire, si je suis en stress, il faut que je comprenne. Ça veut dire qu'il y a d'autres enjeux. Alors, je ne vois pas tout à fait ce que j'ai marqué dessous, mais surtout arriver à décrypter quelles sont les peurs qui génèrent le stress. D'accord? Ça, après, creuser ce qui se passe au niveau de la psyché, c'est un petit peu plus compliqué. Vous allez rester en surface de la même manière que moi qui suis thérapeute. Si j'ai besoin, je vais voir quelqu'un parce que je ne peux pas m'auto-questionner. Mon inconscient me dit, va pas fouiller là où c'est dangereux. D'accord? Et je vous rassure, votre inconscient à vous fait pareil. On va passer à la suivante. Donc, ce que je vous... Alors non, juste la première phrase, voilà. Là, en fait, ce qui se passe, ça a été dit d'ailleurs, hein, c'est une perte de contrôle de mon environnement, c'est une perte de contrôle sur ce que j'ai à faire. Donc, ça veut dire qu'on est en train de subir quelque chose. Donc, il y a des solutions qui ont été trouvées hein, et qui ont été évoquées tout à l'heure à la restitution des deux groupes. Donc, ça veut dire que, alors dans notre terme à nous, c'est je suis en situation crash. Je suis en état de stress, je suis en situation crash, c'est-à-dire que je suis en train d'échouer, je suis en train d'aller face au mur. D'accord? Donc, comment on fait à ce moment-là? Ben, on reprend la main et on se met en état coach. D'accord? L'état coach, c'est je reprends la main sur mon état et on fait ce qu'on vient de dire. Et j'ai décrypté en fait, voilà, merci. J'ai décrypté en quelques étapes, en 5 étapes, comment vous pouvez reprendre la main en vous réappropriant finalement la situation. Alors, je suis complètement d'accord qu'en état de stress, c'est la première fois que vous allez essayer de faire ça, vous n'allez pas y arriver. Vous allez peut-être voir la première, et encore, la situation la plus difficile, en fait, c'est de se dire, tiens, mais je constate, c'est-à-dire reprendre la lucidité, je constate que je suis en état de stress. Souvent, quand je dis aux gens, mais comment vous vous sentez? Ah, je suis pas bien.
Voilà, je suis pas bien, mais ça veut rien dire, d'accord? D'ailleurs, stress non plus, ça veut rien dire, c'est un mot générique. Mais en tout cas, vous, à partir du moment où vous commencez à identifier que vous êtes en état de stress, alors ça veut dire que vous êtes dans l'accueil de votre vraie situation. Donc moi, ce que je propose, c'est les 5 étapes suivantes. C'est, je reconnais la situation de stress, donc par exemple, c'est à cet instant, je suis en état de stress, ok? Deuxième étape, j'accepte et j'accueille l'état global. Par contre, à ce moment-là, j'accueille en disant, ben, ok, je vais gérer, tout va bien se passer. Et c'est pas, oh là là, je suis en train de sombrer, je vais pas m'en sortir. Donc là, on remet du positif. Je vais gérer, tout va bien se passer. Troisième étape, je recherche la peur générée par la situation. De quoi ai-je peur en cet instant? Ah, j'ai peur de prendre la parole en public. Certes, d'accord, mais quel est le scénario catastrophe qui pourrait se passer? Ben, je peux me décomposer et finalement ne pas arriver à exprimer ce que j'ai à exprimer et finalement être jugé comme quelqu'un d'incompétent et finalement ben, sortir sous les huées et m'apercevoir que je suis mauvais, par exemple. Dernière possibilité, parce qu'il va falloir remettre quelque chose de constructif et de manière un peu plus durable, c'est je neutralise en sécurisant consciemment parce que j'ai repris la main. Qu'est-ce qui pourrait me rassurer dans ce cas précis? Et on a tous, vous et moi, des situations passées dans lesquelles on s'aperçoit que finalement, on a dépassé tout ça et on y est arrivé, on a réussi. Ou alors, on a tous dans notre entourage quelqu'un qui sait parfaitement faire ce qui nous met en situation de stress. Et c'est, sur l'instant, modéliser comment il ferait lui ou elle à ma place. Ok, j'essaie de reprendre quelques ingrédients de ça. D'accord? Voilà, ce que je propose, alors j'ai pas du tout regardé le timing. Soit on a possibilité que chacun puisse faire une petite introspection en disant dans telle situation de stress que je vis régulièrement, c'est ça qui se passe, et du coup dérouler le protocole, soit on n'a pas le temps et j'avance un tout petit peu plus. On n'a que quelques minutes par rapport au Bon. timing. Ok, alors je vais continuer et répondre à 2-3 questions si on a le temps. D'accord? Donc, je vous disais, en état de stress, la première chose sur laquelle on peut influer, c'est la respiration. Donc, je vous ai mis, alors on n'a peut-être pas le temps, mais je vous ai mis une adresse YouTube, hein, qui est une petite vidéo, qui vous permet de visualiser, alors ça il faudra le faire à tête reposée, mais de visualiser ce qui peut se passer en vous et comment vous pouvez reprendre la main. C'est ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque, d'accord? Où vous faites monter et descendre un point en fait, hein, qui simule votre respiration et qui vous permet de visualiser, c'est-à-dire d'activer d'autres sens, vous permettant de reprendre la main et d'amplifier très rapidement la capacité à redescendre en pression. D'accord? Donc, vous prendrez le temps de le regarder, c'est assez simple. C'est pas là-dessus que je vais vous apporter la plus grosse valeur ajoutée. Par contre, sur la suite, il y a moyen d'en discuter un petit peu plus. Voilà. Donc, on a bien compris que là, sur la respiration, et ce qu'on vient d'évoquer, c'était sur l'instant comment on fait. Sauf que quand on vit 2, 3, 4, 10 fois la même situation, ben, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut reprendre la main de manière constructive et j'arrête de subir et je choisis de développer mes capacités à moi, mes compétences émotionnelles, à pouvoir dépasser ce qui se passe en moi et finalement à ne plus avoir les déclencheurs de stress tels que je les avais jusque-là. Et ça s'appelle développer votre intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, en fait, c'est la capacité à reconnaître vos émotions, c'est la capacité à reconnaître les besoins qui sont derrière les émotions, d'accord? Et du coup, à respecter ses besoins. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, c'était Jean-Philippe, il faut être égoïste, il faut se respecter, il faut penser à soi. Oui, on commence par ça. Ça veut dire qu'on arrête de subir l'environnement et on reprend la main. On peut être capable de dire non, on peut être capable de renégocier des délais ou des injonctions, on peut être capable de différentes sortes, hein. Il faudrait voir les situations, les différentes choses. Mais en tout cas, on reprend la main. Et quand on travaille sur son intelligence émotionnelle, alors contrairement au QI, à l'intelligence cognitive, l'intelligence émotionnelle, elle évolue grâce à l'expérience, aux expériences. Donc, plus vous allez développer votre intelligence émotionnelle et vos compétences émotionnelles, plus vous allez vivre des expériences positives qui vont vous faire dépasser beaucoup plus rapidement et beaucoup plus régulièrement les situations de stress. Est-ce qu'il y a des questions? Une situation particulière ou autre? C'est qu'il y avait toutes les réponses alors du coup. Alors, juste une chose, parce que quand on parle de thérapie, souvent ça fait peur, ça fait dire mais je suis malade. Non, non, pas du tout, c'est pas ça. La thérapie, c'est on nettoie le passé. On subit des choses qui sont dans l'inconscient, on nettoie ce passé-là. Donc, ne vous dites pas que s'il y a de la thérapie, c'est que je suis malade, c'est pas ça. C'est je sais qu'en moi, il y a des choses qui me bloquent, on débloque le passé. Sherazade, tu as levé la main? Tu as quelque chose à... Je suis intervenue tout à l'heure en fait, donc voilà. Merci, c'était clair. Merci bien. Oui, merci Fabien pour cette présentation riche, très très riche d'informations. Je vois qu'on est un petit peu court au niveau timing, donc je vais faire vite. Je vais laisser la parole à Corinne de la GFIP pour tout ce qui peut être aide et information dans le maintien dans l'emploi si vous êtes confronté dans vos entreprises à justement une situation de stress accru d'un de vos salariés qui nécessite, je dirais, une intervention. Corinne, je te laisse la parole. Merci. Oui, alors là, ça va faire retomber un petit peu l'ambiance, hein, parce que c'est un petit peu moins fun que ce que nous raconte Fabien et voilà, mais qui est quelque chose que l'on peut mobiliser soi-même. Là, je vais vous parler plutôt en tant que
aux collègues ou aux responsables d'entreprise, enfin, ou de ressources humaines. En tout cas, si vous, voilà, si vous, il y a quelqu'un de votre entourage qui les rencontre ces situations de stress, donc on va allier nous plutôt. Ah, tout n'est pas apparu sur la diapo, mais peut-être qu'il y a plusieurs. Ah ouais, d'accord, pardon, merci. Je ne savais pas qu'il y avait une animation. Ouais, merci beaucoup, Sandra. Voilà, oui, donc une situation de maintien par rapport à quelqu'un qui est en stress, donc on va rentrer dans la grande famille des handicaps psychiques pour le stress. Ben, voilà, il existe des aides, des prestations qui peuvent aider à intégrer, à maintenir ces personnes-là qui vont être touchées. Alors, c'est un peu compliqué qu'elles soient identifiées. On peut remarquer des signes. On ne sait pas trop ce que c'est. Bon, évidemment, la première chose à faire, c'est d'essayer d'en discuter avec la personne et puis de se rapprocher de nos collègues de Cap Emploi, de Pôle emploi, qui vont pouvoir aider justement à mobiliser des aides ou des prestations en fonction de la situation, parce que chaque situation est particulière. Alors, on va pas, là, il y en a donc quelques-unes qui apparaissent ici. Je ne vais pas toutes les développer parce que ça ne servira à rien de vous mettre tout ça en tête, mais simplement dans les situations de maintien dans l'emploi, ce qui est le plus souvent mobilisé et dont je vais parler un petit peu plus, c'est l'aide à la recherche et à la mise en œuvre de solutions justement pour le maintien dans l'emploi. C'est une aide qui peut financière, donc une aide forfaitaire de 2 100 € en ce moment, mais le plus important, c'est qu'elle est accordée pour prendre en charge, enfin, financer des frais qui seraient occasionnés justement pour une recherche de solutions dans le cadre d'un maintien, quand on a des temps de concertation entre nous, avec des professionnels. Enfin, on perd du temps c'est de l'argent, on le sait. Donc en fait, pour compenser un petit peu cette perte-là de temps, mais qui est nécessaire à la recherche ou à la mise en œuvre d'ailleurs d'une solution, on peut la mobiliser dans les deux cas, cette aide. Bon, et ben voilà, peut-être que ça fait un petit peu moins hésiter à se poser et à essayer de voir ce qu'on peut faire pour aider la personne. Une autre prestation qui est assez mobilisée pour des situations de personnes qui ont une problématique psychologique et pour lesquelles c'est un petit peu bloqué, c'est la prestation d'appui spécifique. Donc là, il s'agit de faire intervenir un expert de la question qui va, après, il y a plusieurs choses, c'est vraiment du cas par cas. Donc en fonction de la situation, qui peut faire un diagnostic approfondi de la situation, en tout cas de la personne, pour voir où elle en est, qu'est-ce qu'il y aurait besoin de mobiliser pour elle. Donc, c'est les modes de compensation qui lui seront adaptés, les mettre en œuvre. C'est aussi une prestation qui permet à l'expert d'être là en soutien de l'entreprise, à aller pas seulement au moment mais en fait, ça dure un peu dans le temps. Donc, une espèce on peut le rappeler si ça ne va pas, il va faire le lien et reprendre en main la situation. Et puis, s'il y a des choses à mettre en œuvre, des aménagements quelconques, on peut mobiliser également l'aide à l'adaptation des situations de travail pour permettre de mettre en place ou un matériel, une organisation, voilà, pour ne parler que de ces aides-là. Alors, c'est un petit peu, c'est pas forcément évident de savoir ce à quoi ce qu'on peut mobiliser. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut jamais rester seul. Il faut se rapprocher de Cap Emploi, qui est vraiment sur le terrain et qui a une casquette de recruteur, mais aussi qui est là pour aider dans les situations de maintien et qui connaît bien cette offre et qui, en fonction de la situation, saura. Alors, évidemment, le médecin du travail aussi, mais Cap Emploi fait le lien si jamais il n'a pas été fait. Enfin, voilà, c'est indispensable. Tout ça avec l'accord de la personne, bien sûr. Et là, si elle n'est pas volontaire, ça sera un peu plus compliqué de mettre en œuvre des choses pour l'aider. Voilà, je finis, je ne veux pas développer plus que ça. Eh bien, merci Corinne. On s'aperçoit qu'il existe quand même, des solutions et des organismes sur lesquels on peut s'appuyer. Je vais maintenant laisser la parole à Jackie, pour terminer, qui va nous présenter tout ce qui est offre de services Agir Carco pour les aidants, les salariés aidants. Certainement pas que. Donc je laisse la parole à Jackie. Jackie, c'est à toi. Oui, alors on peut se demander ce que vient faire ce sujet-là dans le thème du stress. Alors justement, on va enchaîner rapidement avec un petit film qui présente pourquoi aujourd'hui les institutions de retraite complémentaires s'intéressent à ce sujet-là et cherchent à accompagner les entreprises et donc les salariés qui sont à la fois salariés, enfin ou actifs, peu importe le statut d'ailleurs, et aidants d'une personne dépendante. Et en quoi ces situations-là, et on le voit dans la diapo là, qui vient d'être mise, comment ces situations d'être aidant, d'être proche aidant, peuvent aussi créer des situations de fatigue, de stress, etc. Et face à ça, l'Agir Carco, donc, qui est la Fédération de la retraite complémentaire, souhaite et met en place de l'accompagnement pour que ces personnes-là puissent trouver des réponses, entre autres en matière de répit ou autre. Mais voilà, si on pouvait diffuser le petit film à 1 minute et demie, ça résume assez bien les enjeux autour de ça. Je la lance. Allez. Dans presque toutes les entreprises, les effectifs comportent un ou plusieurs salariés aidants, c'est-à-dire qui ont la charge affective, sociale ou administrative d'un proche fragilisé par l'âge, la maladie ou le handicap. En France, ce phénomène relativement récent concerne 1 actif sur 5 et bientôt 1 sur 4, les aidants étant majoritairement des femmes et ayant le plus souvent dépassé la cinquantaine. Si les aidants en emploi se déclarent plus fréquemment en bonne santé que les autres aidants, 72% contre 67%, 20% d'entre eux déclarent que l'aide apportée a eu des conséquences sur leur vie professionnelle.
Par ailleurs, 72% des salariés aidants interrogés considèrent que l'accompagnement de leurs proches malades a une incidence négative sur leur concentration et leur efficacité au travail. Et 90% évoquent stress, anxiété, fatigue et troubles physiologiques. D'autres études démontrent que cette situation peut aussi être propice à l'émergence de dynamiques de vie et d'acquisition de compétences nouvelles. Et cela d'autant plus que, contrairement à une idée répandue, les salariés aidants ne sont pas plus absents que le reste de la population active. Pour l'ensemble des salariés aidants, le manque de temps constitue la première des difficultés et peut amener à des aménagements des horaires et des conditions de travail. La plupart d'entre eux, toutefois, sont très attachés à leur travail et souhaitent garder un lien fort avec leur entreprise, celle-ci constituant un levier identitaire et social extrêmement protecteur. Voilà, donc voilà ce qu'est ce sujet aujourd'hui qui émerge de plus en plus, hein, et pourquoi on parle de ça, et je vous parle de ça aujourd'hui, c'est qu'on est face à plusieurs phénomènes, hein, vieillissement de la population, allongement de la durée de travail avec la réforme de la retraite qui va amplifier ce phénomène-là, et puis une volonté sociale et sociétale de maintenir les gens à domicile, ce qui fait que le domicile devenant un lieu de soins, les proches sont de plus en plus impliqués dans l'accompagnement. Et donc, quand on est salarié et proche d'une personne dépendante, voilà un sujet qui peut être source de, comme ça a été dit dans le film, hein, de stress, d'anxiété, etc. Alors, les termes après employés à repréciser, hein, après tout ce qu'on a dit, mais voilà. Et donc, notre rôle aujourd'hui, c'est de pouvoir faire passer l'information auprès des entreprises ou des acteurs qui sont en contact avec les entreprises pour que l'ensemble de ces actifs puissent trouver aussi des solutions, au même titre que la GFIP, hein, le présentait précédemment, trouver des solutions face à ces situations qui, bien souvent, peuvent nous mettre en déséquilibre. Donc, on enchaîne rapidement par la slide suivante, hein. Vous avez à la fois des solutions qui sont apportées par les institutions de retraite complémentaire, c'est l'outil d'AG2R mondial, mais là je ne fais pas de business, hein, c'est pas du commercial, c'est simplement de l'action sociale. Et donc, toute caisse de retraite complémentaire, que ce soit Apicil, Plésia, Malakoff Humanis, etc., le Pro BTP sont sur ces enjeux-là, hein. Donc, moi, j'ai mis AG2R parce que je parle au titre d'AG2R mondial. Et la GIRCARCO, qui est la tutelle de ces caisses de retraite complémentaires, travaille sur ces enjeux. Donc, vous pourrez trouver des informations et on vous transmettra à la suite de ce webinaire. Et on va passer à la slide suivante. Quelques informations précises qui vont permettre, si vous rencontrez ce type de situation, de pouvoir apporter des réponses peut-être à vous-même d'ailleurs, voire à des collaborateurs ou des acteurs du monde de l'entreprise qui sont en situation de double activité, celle d'être actif en entreprise et celle d'être proche aidant de quelqu'un de dépendant. Voilà, donc je vous propose ça, il est déjà 10 heures, donc on va pas détailler toutes ces offres-là, mais en tout cas vous en faire passer quelques-unes par le biais de la CPMERA, et entre autres questions, on transmet le document là qu'on diffuse ce matin. Oui, on peut. Donc sur ce document, vous trouverez les ressources disponibles pour accompagner ce type de situation. Alors, bien sûr, ça vient en complément de ce qui a été dit, entre autres, par Fabien, hein. Il y a des approches individuelles, du coaching, travailler sur l'intelligence émotionnelle, etc. Il y a ce qu'apporte la GFIP, il y a ce qu'apportent les institutions de retraite complémentaires par rapport à ces sujets spécifiques. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir mettre en avant toutes les ressources potentielles qui peuvent aider des gens qui sont, à un moment donné, en situation de stress parce qu'elles n'arrivent pas à gérer tout ce qu'elles ont à gérer, à la fois sur le plan professionnel, mais également sur le plan personnel. Voilà l'enjeu que je suis venu présenter ce matin en complément de ce qui a été dit précédemment. Eh bien, merci Jackie pour cette intervention. Il est 10h02, donc à 2 minutes près, on est dans le timing. J'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes, ou au moins une partie de vos attentes. On va vous faire passer un petit questionnaire pour savoir comment vous avez ressenti ce webinaire. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, nous, on va vous faire passer le contenu de ce webinaire par mail par la suite. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et sinon, eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Merci encore de votre participation et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.